Ce que vous allez entendre maintenant ne relève ni du slogan ni de la nostalgie politique. Il s'agit d'un constat que beaucoup observent sans toujours oser le formuler clairement. Derrière les images d'une foule rassemblée se cache une interrogation plus profonde sur la souveraineté, la légitimité et les conséquences des décisions prises loin du terrain. Comprendre cela, c'est acquérir une grille de lecture qui dépasse la Libye et éclaire une partie des dynamiques actuelles en Afrique. Vous allez voir comment un moment symbolique peut révéler une chaîne de conséquences concrètes, parfois invisibles au premier regard. Et ceci n'est pas une simple discussion géopolitique. Si l'on se contente d'une interprétation rapide, on risque de croire qu'il ne s'agit que d'un épisode isolé, sans portée durable. Pourtant, négliger ce signal revient à ignorer les tensions accumulées depuis des années. Refuser d'examiner ces mécanismes, c'est accepter que d'autres définissent la stabilité, la réforme et même la démocratie sans interroger leurs résultats réels. Aller plus loin, au contraire, permet de distinguer les promesses des effets tangibles. Deux phrases ont marqué les esprits dès le départ. La Libye ne demandait pas un retour en arrière, elle demandait des réponses, et ce simple déplacement de perspective change tout. Plus d'une décennie après l'intervention étrangère, le pays n'a pas retrouvé une stabilité reconnue par tous. Ce décalage entre promesses et réalité constitue le premier point d'ancrage. Il ne s'agit pas d'un débat abstrait sur un régime passé, mais d'une comparaison silencieuse entre ce qui était annoncé et ce qui a été vécu. Ibrahim Traoré l'a souvent souligné, lorsqu'un système est démantelé sans qu'un autre ne soit solidement reconstruit. Le vide ne reste jamais vide. Un chiffre suffit à illustrer cette dynamique. En plus de 10 ans, la Libye a connu des transitions successives, des gouvernements concurrents et des tentatives répétées d'unification institutionnelle. Cette instabilité prolongée montre que la procédure ne garantit pas la cohésion. Le point de départ se situe dans l'intervention qui a renversé l'équilibre interne du pays. L'objectif affiché était la démocratisation rapide et l'ouverture politique. Cependant, la reconstruction de l'autorité centrale n'a pas suivi le même rythme que la chute du pouvoir précédent. Les institutions ont été formellement établies, mais la confiance, elle, ne s'est pas décrétée. Très vite, des fractures régionales et politiques sont apparues. Des groupes armés ont consolidé leur influence locale. Les rivalités se sont multipliées. Ce n'était pas seulement un problème de leadership, mais un problème de structure. Les premiers affectés furent les citoyens ordinaires. La sécurité quotidienne est devenue incertaine. L'économie a souffert d'interruptions répétées. Les services du public ont perdu en continuité. Lorsque ces éléments fondamentaux vacillent, la mémoire d'une période perçue comme plus stable réapparaît naturellement. Ce moment n'était donc pas une célébration idéologique. Il était une comparaison implicite entre deux réalités. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. La légitimité ne se mesure pas uniquement par des élections ou des reconnaissances internationales. Elle se mesure par la capacité d'un État à protéger, nourrir et respecter sa population. C'est là que la compréhension devient plus large. La Libye n'est pas un cas isolé, mais un maillon d'une chaîne régionale. Lorsque l'ordre se fragilise dans un pays, les conséquences franchissent les frontières, armes, réseaux, flux humains, tensions économiques. Rien ne reste strictement local. Ainsi, le signal envoyé dépasse le cadre national. Il révèle un malaise plus profond face à des modèles importés qui ne produisent pas toujours les résultats attendus. Et ce malaise, loin d'être violent, s'exprime d'abord par des symboles. Comprendre ce contexte permet de saisir pourquoi l'événement a eu un écho au-delà de ses frontières immédiates. À ce stade, une question s'impose. Qui aide réellement à lire ces signaux sans tomber dans l'excès ou la simplification? Certains dirigeants africains ont choisi de commenter ces dynamiques avec prudence, mais aussi avec fermeté. Parmi eux, Ibrahim Traoré s'est positionné non comme un observateur lointain, mais comme un acteur directement concerné par les répercussions régionales. Son analyse ne se limite pas à la Libye. Elle s'appuie sur l'expérience du Sahel, où les conséquences d'un effondrement étatique se diffusent lentement avant de devenir visibles. Il ne parle pas de théorie, il parle d'effets concrets, circulation d'armes, déplacement de combattants, pression sur des États déjà fragiles.
Un premier constat est apparu très tôt. Lorsque l'autorité centrale libyenne s'est affaiblie, les flux d'armes ont traversé le sud. Ce phénomène n'a pas été spectaculaire au départ. Il a été progressif, silencieux, puis cumulatif. Dans certaines zones sahéliennes, les groupes armés ont renforcé leurs capacités. Les États voisins ont dû mobiliser davantage de ressources sécuritaires. La pression s'est déplacée géographiquement, sans jamais disparaître. Un second exemple confirme que le phénomène n'était pas isolé. Les réseaux de contrebande se sont structurés à travers plusieurs frontières. Ce n'était plus un problème strictement libyen, mais un déséquilibre régional. Ce que cela montre, c'est que la stabilité ne peut pas être analysée pays par pays comme des compartiments séparés. Une fragilité au nord peut devenir une tension au sud. À partir de là, la question n'est plus seulement ce qui s'est passé en Libye, mais ce que cela révèle sur la manière dont les transitions sont conçues et mises en œuvre. Et à ce moment précis, l'histoire change d'échelle. Tout a basculé rapidement. Avant, l'objectif affiché était la stabilisation. Après, la réalité est devenue fragmentation. Au départ, la chute du pouvoir central fut présentée comme l'ouverture d'une nouvelle ère. Des conférences furent organisées, des feuilles de route rédigées, des élections planifiées. Le discours parlait de transition ordonnée. Puis les fissures sont apparues. Des gouvernements concurrents ont revendiqué la légitimité. Des milices ont consolidé leur contrôle local. Les alliances ont changé au gré des intérêts. Ce qui devait être temporaire s'est prolongé. La tension est montée par vagues successives. Un accord annoncé, un blocage institutionnel, une médiation internationale, un nouvel affrontement politique. Chaque tentative de stabilisation semblait produire une recomposition différente. Rien ne s'effondrait totalement, mais rien ne se consolidait durablement. L'incertitude est devenue la norme. Dans ce climat, la mémoire collective a commencé à jouer un rôle silencieux, non pas comme un programme politique, mais comme un point de comparaison. Lorsque la vie quotidienne devient imprévisible, les repères passés prennent du poids. Ibrahim Traoré a mis en garde contre cette dynamique dans un cadre plus large. Renverser une structure sans reconstruire un système souverain cohérent crée un vide, et un vide n'est jamais neutre. Il attire des influences, il multiplie les acteurs, il fragilise les frontières. Les répercussions ont dépassé la Libye. Au sud, les armes ont circulé. À l'ouest, les réseaux ont trouvé de nouvelles routes. Au centre, les États ont absorbé une pression sécuritaire accrue. Ce n'était pas un choc instantané, c'était une onde qui s'étendait. Progressivement, la question a changé de nature. Il ne s'agissait plus seulement de savoir qui gouverne, mais de savoir si l'autorité pouvait réellement s'exercer sur l'ensemble du territoire. Et lorsque l'autorité se fragmente, la confiance s'érode. Des investisseurs hésitent, des partenaires internationaux recalculent leur position, des citoyens doutent. Ce doute n'explose pas immédiatement, il s'accumule, il s'installe dans les conversations quotidiennes, dans les décisions économiques, dans les choix politiques. Ce qui devait être une transition rapide est devenu une séquence prolongée. Chaque étape ajoutait une couche d'incertitude supplémentaire. Et dans ce contexte, le rassemblement observé récemment n'était pas un point de départ. Il était un révélateur. Un révélateur d'attentes non satisfaites, un révélateur de promesses inachevées, un révélateur d'un équilibre toujours instable. À mesure que ces dynamiques s'intensifiaient, l'interprétation extérieure a parfois réduit la scène à un simple épisode symbolique. Pourtant, derrière le symbole se trouvait une accumulation d'événements concrets, alignés sur plus d'une décennie. Ce n'est pas la vitesse qui a défini cette période, c'est la répétition. Et la répétition transforme un incident en tendance. Il faut maintenant regarder les faits avec précision. Au début, la Libye disposait d'un État centralisé capable d'exercer son autorité sur l'ensemble du territoire. Après l'intervention, cette capacité s'est fragmentée entre plusieurs centres de pouvoir concurrents. On peut d'abord retenir un premier repère, plus de 10 années de transition incomplète. Cette durée montre que l'instabilité n'est pas un épisode passager, mais une séquence prolongée. Un deuxième repère apparaît également, la multiplication des gouvernements rivaux à différentes périodes.
Cette coexistence a affaibli la cohérence institutionnelle et dilué la responsabilité politique. Un troisième repère complète ce tableau, l'impact régional mesurable. Depuis l'effondrement du contrôle central, des flux d'armes ont traversé le sud vers le Sahel. Ce déplacement a renforcé la capacité opérationnelle de groupes armés dans des zones déjà vulnérables. Ces éléments ne relèvent pas de l'interprétation idéologique. Ils décrivent une chaîne logique lorsque l'autorité centrale s'affaiblit. Les espaces de périphériques deviennent plus perméables. Lorsque ces espaces deviennent perméables, les réseaux transfrontaliers s'adaptent rapidement. Ibrahim Traoré a souligné un point essentiel dans ce contexte. La légitimité ne peut pas être certifiée à distance. Elle doit être reconnue par la population qui vit les conséquences des décisions politiques. Un État peut organiser des élections, publier des textes officiels et obtenir des reconnaissances diplomatiques. Si la sécurité quotidienne et la stabilité économique ne suivent pas, la confiance reste fragile. La comparaison avant-après permet de clarifier l'ampleur du changement. Avant, un centre unique de commandement. Après, une pluralité d'acteurs armés et politiques. Avant, une stabilité contestée mais cohérente. Après, une transition ouverte sans consolidation durable. Cette évolution explique pourquoi les symboles prennent autant de poids lorsque les résultats concrets ne correspondent pas aux promesses initiales. La mémoire devient un outil d'évaluation. Le phénomène dépasse la Libye. Dans le Sahel, les États ont dû consacrer davantage de ressources à la sécurité, les budgets se réorientent, les priorités changent, les marges de manœuvre économiques se réduisent. Ce déplacement de pression confirme une réalité simple. L'effondrement d'un système dans un pays stratégique produit des effets en cascade. Les chiffres et les faits ne racontent pas une histoire de nostalgie. Ils racontent une histoire de continuité interrompue et de reconstruction inachevée. Et cette reconstruction inachevée reste au cœur du débat. Il serait pourtant trop simple de conclure sans examiner les arguments contraires. Beaucoup soutiennent que l'intervention initiale visait à ouvrir un espace démocratique plus large et à mettre fin à un système autoritaire. Selon cette perspective, la chute du pouvoir central était une condition nécessaire pour permettre une recomposition politique plus pluraliste. Cet argument mérite d'être pris au sérieux. Il repose sur l'idée qu'aucune stabilité durable ne peut exister sans participation politique et alternance possible. Dans cette lecture, les difficultés actuelles seraient le prix temporaire d'une transformation plus profonde. Cependant, la question centrale reste celle du rythme et de la séquence. Si la structure existante est démantelée plus rapidement que le nouveau cadre ne peut être consolidé, le vide qui s'installe crée ses propres dynamiques. L'intention peut être réformatrice, mais le résultat dépend de la capacité institutionnelle réelle à absorber le choc. Un second argument avance que l'instabilité ne découle pas principalement de l'intervention, mais de divisions internes préexistantes. Selon cette analyse, les fractures régionales et tribales auraient émergé tôt ou tard, indépendamment des choix extérieurs. Là encore, le raisonnement contient une part de vérité. Aucun pays n'est exempt de tensions internes. Toutefois, lorsque ces tensions sont amplifiées par un effondrement soudain de l'autorité centrale, leur intensité augmente. La différence ne réside pas dans l'existence des divisions, mais dans la manière dont elles sont gérées ou contenues. Ibrahim Traoré insiste souvent sur ce point. La souveraineté ne signifie pas isolement, mais capacité de décision autonome. Une transition réussie exige un équilibre entre réforme et continuité. Si la continuité disparaît entièrement, la réforme peut manquer de base solide. En confrontant ces deux perspectives, un constat s'impose. Les intentions initiales ne garantissent pas les résultats. Les principes démocratiques ne produisent de légitimité que s'ils s'accompagnent de sécurité, de cohérence institutionnelle et de confiance publique. Placer les deux lectures côte à côte permet de dépasser les positions polarisées. Il ne s'agit ni d'idéaliser le passé, ni de rejeter toute coopération extérieure. Il s'agit de comprendre que la stabilité ne peut être réduite à une procédure. Et c'est précisément à ce point que le débat change de profondeur. À partir de là, tout prend une autre dimension.
Ce qui semblait être une simple scène commémorative s'est transformé en révélateur stratégique, non pas parce qu'elle annonçait un retour en arrière, mais parce qu'elle mettait en lumière une question plus large. Que se passe-t-il lorsque la légitimité institutionnelle et la légitimité vécue ne coïncident plus? Le rassemblement n'était pas organisé comme un meeting politique classique. Il n'appelait ni à une insurrection, ni à une restauration immédiate d'un système ancien. Il exprimait quelque chose de plus subtil, une comparaison silencieuse entre promesses et résultats. C'est ici que le regard d'Ibrahim Traoré devient central. Il ne s'agit pas de commenter un événement isolé, mais de comprendre ce qu'il signale dans l'équilibre continental. Lorsque des symboles mobilisent sans consigne officielle, cela indique que la mémoire collective a atteint un seuil critique. Cette inflexion change le rythme de l'histoire. Avant, la transition était analysée comme un processus technique. Après, elle devient un test de crédibilité. La différence est essentielle. Un processus technique peut être ajusté par des conférences et des déclarations. Un test de crédibilité, lui, se joue dans la perception quotidienne des citoyens. À ce moment précis, le débat quitte le terrain strictement institutionnel pour entrer dans celui de la conscience politique. Ce n'est plus seulement une question de gouvernements concurrents ou d'accords internationaux, c'est une interrogation sur la cohérence entre discours et expériences vécues. Et lorsqu'une société commence à comparer activement ces deux dimensions, la dynamique s'accélère. Le point médian n'est donc pas un événement spectaculaire. C'est un basculement dans la manière dont la stabilité est évaluée. À partir d'ici, les conséquences deviennent plus tangibles. À partir de ce basculement, les effets se matérialisent à plusieurs niveaux. Pour les États, la pression augmente. Les gouvernements doivent consacrer davantage de ressources à la sécurité intérieure et à la coordination régionale. Les décisions deviennent plus prudentes, parfois plus rigides. La crédibilité institutionnelle est mise à l'épreuve lorsque la stabilité dépend de facteurs externes difficiles à contrôler. Les partenaires internationaux, eux aussi, recalculent leur position. Les accords sécuritaires sont réévalués. Les stratégies d'engagement évoluent. Une transition perçue comme incomplète modifie la confiance et influence les choix diplomatiques. Du côté des entreprises, l'incertitude a un coût direct. Les investisseurs hésitent face à un environnement fragmenté. Les chaînes d'approvisionnement deviennent plus complexes lorsque les routes commerciales traversent des zones instables. Les primes de risque augmentent, ce qui freine les projets à long terme. Cette dynamique ne concerne pas uniquement les grandes multinationales. Les acteurs économiques locaux ressentent également l'impact. Les fluctuations sécuritaires affectent le commerce quotidien. Les décisions d'expansion sont différées. La planification devient plus prudente. Pour les citoyens, les conséquences sont encore plus concrètes. La sécurité quotidienne devient un indicateur central de confiance lorsque les services publics fonctionnent de manière irrégulière. La perception de l'autorité s'affaiblit. Les jeunes générations, en particulier, comparent les promesses politiques avec leur réalité immédiate. C'est ici que l'analyse d'Ibrahim Traoré trouve un écho particulier. Il rappelle que la souveraineté ne se mesure pas seulement à la reconnaissance internationale, mais à la capacité d'un État à offrir protection et dignité. Lorsque ces éléments vacillent, le débat dépasse la simple alternance politique. À l'échelle régionale, l'effet domino est visible. Les flux transfrontaliers de biens, de personnes et parfois d'armes créent une interconnexion accrue entre crises locales. Une instabilité au nord peut devenir une pression au sud. Les États voisins ajustent leur stratégie, parfois au détriment de priorités économiques ou sociales. Le résultat n'est pas toujours spectaculaire. Il est progressif, cumulatif, structurant. Ainsi, l'événement initial ne peut plus être considéré comme isolé. Il agit comme un point de convergence entre mémoire, légitimité et sécurité régionale. Et à mesure que ces couches s'additionnent, la question devient inévitable. Quelle trajectoire s'ouvre désormais? Plusieurs trajectoires se dessinent à partir de cette accumulation de tensions et d'ajustements. La trajectoire la plus probable repose sur une stabilisation progressive mais lente. Les institutions continueraient à fonctionner, parfois difficilement, avec des compromis successifs entre acteurs rivaux.
La sécurité s'améliorerait par zone plutôt que de manière uniforme. Ce scénario n'implique ni effondrement total, ni résolution rapide. Il suppose une adaptation constante et une gestion pragmatique des équilibres existants. Un second scénario, plus optimiste, dépendrait d'une consolidation institutionnelle réelle. Cela impliquerait une unification claire des centres de décision, un renforcement coordonné des forces de sécurité et une relance économique tangible. Dans cette hypothèse, la confiance pourrait se reconstruire progressivement. Les partenaires régionaux et internationaux joueraient un rôle d'appui plutôt que de direction, favorisant des solutions adaptées au contexte local. Un troisième scénario, plus préoccupant, envisagerait une prolongation de la fragmentation, si les rivalités politiques persistent sans mécanisme d'arbitrage crédible. L'incertitude pourrait s'installer durablement. Les pressions sécuritaires régionales s'intensifieraient. Les investissements ralentiraient davantage. La perception d'un système inachevé deviendrait structurelle. Ces scénarios ne sont pas des prédictions figées. Ils dépendent de décisions concrètes prises à court et moyen terme. Ils dépendent aussi de la manière dont la souveraineté est comprise et exercée. Ibrahim Traoré insiste sur un point central. La coopération internationale reste possible, mais elle doit évoluer. Elle ne peut plus être perçue comme une gestion externe des transitions internes. Elle doit produire des résultats visibles pour les populations concernées. L'enjeu n'est pas de choisir le scénario le plus rassurant, mais de reconnaître que chacun comporte des conséquences différentes. La stabilité n'est pas une déclaration. Elle est le produit d'une cohérence entre institutions, sécurité et perception citoyenne. Et cette cohérence reste encore à consolider. Après avoir examiné ces trajectoires de possible, la question devient plus personnelle. Que signifie cette dynamique pour ceux qui observent, analysent ou vivent ces évolutions à distance? Pour ceux qui suivent attentivement les transformations géopolitiques, comprendre cette séquence offre un avantage stratégique. Lire les signaux faibles permet d'anticiper les ajustements politiques et économiques, mais cette vigilance exige aussi de ne pas s'arrêter au récit simplifié. Pour ceux qui se sentent indirectement concernés, l'impact peut sembler lointain. Pourtant, les interdépendances régionales montrent que les décisions prises dans un pays stratégique influencent les équilibres voisins. Les marchés, les flux migratoires, les partenariats sécuritaires sont liés. Ignorer ces connexions, c'est risquer d'être surpris par leurs effets. Quant à ceux qui considèrent que ces débats ne les touchent pas, il convient de rappeler que l'évolution des systèmes politiques façonne l'environnement économique et social à long terme. Les transitions inachevées peuvent modifier des trajectoires d'investissement, des opportunités professionnelles, des priorités budgétaires. L'analyse d'Ibrahim Traoré insiste sur cette dimension collective. La souveraineté n'est pas une abstraction réservée aux dirigeants. Elle influence la capacité d'une société à définir ses priorités et à orienter ses ressources. Comprendre ces mécanismes, même à distance, réduit le risque de subir des décisions sans en saisir l'origine. Cela permet d'interpréter les signaux avant qu'ils ne deviennent des crises visibles. Ainsi, la question n'est pas seulement ce qui arrive à la Libye ou au Sahel, elle concerne la manière dont les systèmes politiques s'ajustent lorsque la légitimité et la sécurité doivent être reconstruites simultanément. Et cette reconstruction, qu'on l'observe de près ou de loin, finit toujours par produire des effets plus larges que prévus. Les solutions, à ce stade, ne peuvent pas rester au niveau des déclarations d'intention. Si la légitimité doit être reconstruite, elle exige des étapes concrètes et mesurables. Au niveau des autorités centrales, la priorité consiste à clarifier l'architecture institutionnelle. Un centre de décision cohérent doit être identifié et reconnu à l'intérieur comme à l'extérieur. Cela implique une coordination sécuritaire unifiée et un calendrier précis pour consolider les institutions. Le succès peut être mesuré par la réduction des zones de gouvernance concurrentes et par l'amélioration perceptible de la sécurité quotidienne. Pour les acteurs économiques et les organisations régionales, l'effort doit porter sur la stabilité des flux et des investissements. Des mécanismes transparents de coopération peuvent limiter les incertitudes et restaurer la confiance.
Les indicateurs de réussite incluent la reprise graduelle des investissements productifs et la diminution des coûts liés aux risques sécuritaires. Du côté des citoyens et de la société civile, la reconstruction passe par la participation et la vigilance, la demande de transparence, le suivi des engagements publics et l'implication dans les processus de dialogue contribuent à renforcer la légitimité. L'évolution peut être observée à travers une plus grande confiance exprimée dans les institutions et une participation accrue aux mécanismes politiques reconnus. Ibrahim Traoré souligne que la coopération internationale reste possible à condition qu'elle repose sur l'écoute et le respect. Les partenariats doivent être évalués selon leurs résultats concrets plutôt que sur leurs intentions déclarées. Le critère central devient alors simple. Les populations constatent-elles une amélioration tangible de leur sécurité et de leurs perspectives économiques? La mise en œuvre de ces étapes demande du temps, mais aussi de la cohérence. Sans application réelle, même les meilleures stratégies restent théoriques. Et au final, ce sont les actions concrètes qui détermineront si la transition s'oriente vers la consolidation ou vers une nouvelle phase d'incertitude. Au début de cette réflexion, une image dominait, celle d'une foule rassemblée autour d'un symbole. Ce moment, observé comme un simple événement, s'est progressivement révélé comme un miroir d'attente non satisfaite et de transition inachevée. Au fil de l'analyse, il est apparu que la question ne portait pas uniquement sur un nom ou un passé révolu. Elle concernait la cohérence entre promesses politiques et réalité vécue. Elle concernait la capacité d'un État à offrir sécurité, continuité et dignité. Ibrahim Traoré a replacé ce débat dans une perspective plus large, celle d'un continent qui réévalue ses modèles de coopération et ses équilibres internes. Il ne s'agit pas de rejeter le dialogue international, mais de le redéfinir sur la base de résultats tangibles. La trajectoire examinée montre qu'une transition ne disparaît pas avec le temps. Elle s'accumule, elle se transforme, elle produit des effets qui dépassent les frontières initiales. Ce parcours révèle une leçon simple mais exigeante. La légitimité ne se décrète pas, elle se construit et se reconnaît. Et lorsque cette reconnaissance tarde, la mémoire devient un instrument d'évaluation collective. Ainsi, ce qui semblait être un épisode isolé apparaît désormais comme une étape dans un processus plus vaste, un processus où la souveraineté, la stabilité et la coopération doivent être repensées avec plus de cohérence et de responsabilité. La question ouverte au départ reste entière, mais elle est désormais éclairée sous un angle plus profond. Ce parcours touche à sa fin, mais la réflexion, elle, reste ouverte. Chacun peut y voir une simple séquence géopolitique ou un signal plus large sur la manière dont les transitions sont conduites va évaluer. Si cette analyse vous a aidé à clarifier certains mécanismes, alors elle mérite d'être partagée avec ceux qui cherchent eux aussi à comprendre les dynamiques régionales au-delà des récits simplifiés. Plus une discussion est nuancée, plus elle devient utile. La stabilité, la souveraineté et la coopération ne sont pas des concepts figés. Ils évoluent avec les décisions prises aujourd'hui, les débats qui se déroulent en Libye, dans le Sahel ou ailleurs, influencent les trajectoires futures bien au-delà de leurs frontières immédiates. Chacun peut contribuer à cette compréhension collective en restant attentif aux faits, en comparant les promesses aux résultats et en privilégiant les analyses fondées sur des données plutôt que sur des impressions. Et vous, selon vous, quel élément sera le plus déterminant dans la consolidation de la stabilité régionale dans les années à venir?